Promis, je pense que c'est la dernière fois, ou l'une des dernières fois qu'on va se voir avec ce décor. Vraiment. En juillet, je déménage dans une maison, puis là, je compte vraiment me faire un petit coin confortable où est-ce que je vais pouvoir filmer des vidéos. Parce que franchement, derrière, là, ça n'a aucun sens, là. C'est le bordel. Là, on est dans les boîtes. Ça paraît pas, mais on est dans les boîtes. Là, c'est le bordel. Là, il y a mes livres. Parce que je fais d'autres salons du livre là, d'ici la fin de l'année 2026. Bref, c'est vraiment le bordel. C'est pas beau en arrière. Mais dans la maison, je vais me faire un beau petit coin où je vais pouvoir filmer mes vidéos. Je vais essayer peut-être même de me faire une bibliothèque avec tous mes livres de true crime, tous mes livres en général là, que j'ai. Sinon, la semaine dernière, on avait parlé des films qui se sont inspirés de vrais tueurs ou des mélanges de plusieurs personnalités de tueurs pour créer un grand méchant dans certains films d'horreur comme Michael Myers, par exemple, ou encore Frisson. Ben, cette semaine, on va faire exactement le contraire. Donc, on va parler des personnes qui se sont inspirées de films d'horreur pour commettre des meurtres. Et là, je sais qu'il y en a beaucoup plus de ce que je vais parler dans cette vidéo. Mais bon, on va dire que c'est une partie 1. Alors, sans plus tarder, je vous laisse le temps de vous installer. Et lorsque vous êtes prêts, on est parti dans l'affaire d'aujourd'hui. Notre premier cas d'aujourd'hui se passe en Belgique. C'est Thierry Jaradin, qui était un Belge qui est né en 1972 et qui avait une fascination très marquée pour la franchise des films Scream. Il rencontre une jeune fille qui s'appelle Amélie, puis un jour, ils vont convenir de se rencontrer. J'ajoute ici par le fait même qu'en fait, Alison Cambier était la voisine de Thierry Jaradin. Elle avait 15 ans. Ça faisait plusieurs temps déjà que Thierry Jaradin était amoureux de Alison, mais Alison ne l'était pas du tout et il faut savoir aussi qu'elle refusait catégoriquement ses avances. Puis, lorsque celui-ci va venir frapper à la porte de sa maison, il est très bien habillé. En fait, il porte exactement le même costume que les films Frisson, donc la robe noire, le masque blanc. Et sur lui, bien évidemment, il a un couteau de boucher. Et c'est donc là qu'il va entrer dans l'appartement de force et il va se mettre à poignarder. Thierry Jaradin va donc finir par être arrêté et tout de suite, il va avouer le meurtre. Il va pas se cacher, il va pas tenter de s'enfuir non plus. Il avoue. Et lorsque les policiers vont perquisitionner son domicile, ils vont se rendre compte que tout ça était prémédité. Donc, c'est pas arrivé sur un coup de tête, c'est pas arrivé par hasard. C'était vraiment ce qu'il avait prévu puisque le masque ainsi que la robe noire avaient été achetés bien avant sa rencontre avec Amélie, bien avant qu'il s'était inscrit sur les sites de rencontres. Donc, c'était déjà prévu d'avance, ben, il les poignarderait à mort. Entre parenthèses, avant de continuer cette vidéo, je tiens à mentionner que je vais pas de fond en comble dans les affaires criminelles. Si vous voulez que je fasse des vidéos complètes, écrivez-moi-les en commentaire, ça va me faire plaisir. Mais c'est parce que si je vais en profondeur, ça va être une vidéo qui va durer très longtemps et c'est pas nécessairement ce qu'on veut ici. Pour notre deuxième cas, on va donc se transporter en Californie où on a le jeune Mario Padilla ainsi que Samuel Ramirez, deux Californiens âgés de 16 ans au moment des faits. Mario avait une copine à ce moment-là et on sait que sa mère n'aimait pas trop la copine de son fils et elle faisait tout pour les éloigner. Bref, c'était vraiment pas une relation très saine. C'était pas une relation qui était vécue aux yeux et au su de tous.
Il fallait que Mario se cache pour aller voir sa petite amie. Bref, c'était vraiment compliqué pour lui. Et on sait que Mario et Samuel, qui étaient deux meilleurs amis, eh bien, ils aimaient beaucoup, encore une fois, les films Scream. Je pense que vraiment, cette franchise-là a traversé l'esprit de plusieurs adolescents au fur et à mesure des décennies. Bref, et donc, ils parlaient souvent ensemble de la personnalité, mais également de la psychologie de ce tueur, donc dans Scream. Ils aimaient beaucoup la façon dont le tueur tuait ses victimes. Et donc, à un moment donné, il y a une idée qui va émerger dans le cerveau de Mario. Il va en faire part à son ami Samuel. Et en fait, Mario voulait vivre un amour libre avec sa petite amie. Et en fait, vu que sa mère était là, c'était impossible. Donc, cette idée-là va germer dans sa tête. Il se dit, si je veux être avec ma copine, il faut que ma mère disparaisse. Et en fait, juste le fait de s'enfuir, c'était pas assez. Non, il fallait assassiner sa mère. Il fallait qu'elle dégage, il fallait qu'elle disparaisse. Et donc, un soir, Mario et Samuel vont convenir d'assassiner sa mère, la mère de Mario, donc Annette, et tous les deux vont se déguiser, encore une fois, en Scream, donc le masque blanc et la grande robe noire. Finalement, lorsque les policiers vont entrer sur la scène de crime, ils vont vite réaliser que la femme, donc Annette, a été poignardée à plusieurs reprises. Et évidemment, Mario va être interrogé par la police et ça prendra pas de temps avant qu'il avoue avoir assassiné sa mère. Et il va également avouer pourquoi il a assassiné sa mère, donc parce qu'il voulait vivre un amour libre avec sa petite amie. Évidemment, Mario et Samuel vont être accusés, jugés et emprisonnés pour leurs méfaits. On se transporte donc en 2012 à Aledo, au Texas, soit en octobre, alors que le service de police reçoit un appel d'un certain Jake Evans, qui est âgé de 17 ans. Celui-ci raconte calmement et prudemment le meurtre de sa mère et de sa sœur. Donc de sa mère qui s'appelle Jamie Evans et de sa sœur qui s'appelle Mallory Evans. Lorsque les polices vont arriver dans la maison où les meurtres ont eu lieu, ça prendra pas de temps avant que Jake soit emmené au poste de police et interrogé. Celui-ci dira que il a simplement voulu faire comme Michael Myers dans les films Halloween. Lorsque Jake Evans va être emmené au poste de police et interrogé, il va mentionner qu'il avait regardé à plusieurs reprises les films Halloween et qu'il avait été obsédé par la psychologie, mais également la personnalité de Michael Myers. Donc, Michael Myers qui a assassiné ses parents lorsqu'il avait 6, 7, 8 ans dans les films. Et en fait, sa sœur, à lui, a été rescue, donc elle a été sauvée. Et bref, en fait, lorsque Michael Myers assassine ses parents, il n'a aucun remords. Il a un très grand manque d'empathie. Et par la suite, il va être envoyé dans des foyers et évidemment suivi par des pédopsychiatres. Et bref, la personnalité et la psychologie de Michael Myers vont être révélées. En fait, c'est un psychopathe qui a aucun remords. Et en fait, c'est un de mes personnages, on va dire, préférés parce que, en fait, il reflète très bien la psychologie intérieure de plusieurs tueurs. Donc, le masque qu'on voit, comme je l'ai mentionné dans la vidéo de la semaine dernière, je trouve qu'il y a vraiment ça reflète très bien, en fait, je trouve, la psychologie des tueurs qui sont psychopathes ou encore sociopathes. Bref, je sais que c'est des termes qu'on n'utilise plus maintenant, mais bref, qui ont des troubles antisociaux. Et donc, Jake Evans va être accusé et jugé. Et lors de son procès, il y a des amis, il y a des membres de la famille, même du personnel de l'école qui vont venir témoigner. Et c'est étrange parce que la vie de ce jeune-là est très loin de ressembler à celle qu'on a l'habitude de voir dans les cas de tueurs. Il vivait dans une famille très stable, avec une éducation très stable. Sa mère, Jamie, était une enseignante du primaire qui était adorée de ses élèves. Il vivait avec sa famille, il n'était pas en précarité. C'était un jeune homme décrit très calme, très doué à l'école. Il réussissait bien, il avait beaucoup d'amis, il n'était pas rejeté.
Il ne vivait pas d'harcèlement, c'était quelqu'un de lambda tout simplement. Et du jour au lendemain, ben, il appelle la police pour signaler les 2 meurtres qu'il vient de commettre parce que l'envie de tuer, après avoir écouté les films Halloween, l'obsédait beaucoup trop et il voulait savoir ce que ça faisait de tuer quelqu'un. Qu'est-ce qu'on ressent pendant et après des meurtres. Pourtant, on sait que Jake Evans avait depuis un bon moment des pensées d'homicide. C'était un garçon qui commençait à se renfermer doucement et en fait, si sa mère elle avait regardé dans ses historiques de recherche Internet, ben, elle aurait constaté que son fils avait peut-être besoin d'aide. Et c'est souvent ce que les parents ben, ne font pas. Ils ne regardent pas les réseaux sociaux de leurs enfants. Ils ne regardent pas non plus les historiques de recherche. Et bref, ce genre de situation-là, ben, malheureusement, ben, peut arriver parce que ben, plus le temps avance et plus les ados ont une liberté. Et bref, ben, on le voit dans ce cas-là, donc dans le cas de Jake Evans. Par contre, c'était pas des meurtres qui étaient dirigés spécifiquement vers sa mère et sa sœur, non pas du tout. Lorsque les policiers vont demander à Jake, est-ce que c'était vraiment ta mère et ta sœur que tu voulais tuer? Il a dit, ça aurait pu être elle ou n'importe qui finalement. Donc en fait, il voulait juste tuer. C'était pas des meurtres qui étaient visés contre quelqu'un en particulier. C'est sans doute parce que sa mère et sa sœur se trouvaient au mauvais moment, au mauvais endroit. Et également, c'était des cibles peut-être un peu plus touchables, dans le sens que ben, ils vivaient tous ensemble, donc c'était des cibles qui étaient à proximité. Il va également dire que c'est vraiment après avoir écouté les films Halloween que ça va renforcer son idée de tuer pour voir ce que ça fait. Il l'a bien dit renforcer. Ça veut dire que même avant les meurtres, il avait déjà cette pensée-là. Et donc, il va raconter aux policiers que le 3 octobre 2012, alors que son père est absent pour affaires, donc pour le travail, Jake va utiliser un revolver de calibre 22 qu'il avait volé de son grand-père plusieurs semaines auparavant. Donc, ces circonstances-là, bien évidemment, c'est avec logique que ça va emmener les enquêteurs à croire que c'était prémédité, puisque ça s'est passé des semaines avant les meurtres. Donc, il avait déjà prévu de tuer quelqu'un. Donc là, ça y prenait par contre une arme. Dans la première victime va être sa sœur Mallory qui va rentrer de l'école, donc avant la mère. La mère est la dernière à être rentrée à la maison. Et donc, lorsque sa mère, Jamie, va entrer à la maison, il va faire exactement comme il a fait avec sa sœur. Donc, il va lui tirer des balles dessus. Et en fait, on sait que son projet ne s'arrêtait pas à seulement tuer sa sœur et sa mère. Non, en fait, ce qu'il voulait, c'était traverser la rue et aller assassiner ses grands-parents, sa grande sœur, donc la sœur aînée, et la sœur suivante. Donc, il y avait plusieurs sœurs, là. Et donc, en fait, il voulait assassiner toute sa famille. Mais il se serait arrêté après avoir assassiné sa sœur et sa mère. Peut-être que là, c'était un peu trop et qu'il ne s'attendait pas à tout ce sang et à ça aussi, voir ta mère et ta sœur inanimées. Ce qui est quand même... ce que j'ai quand même remarqué dans cette affaire-là, c'est que la différence entre Michael Myers et Jake Evans, c'est que Michael Myers, il assassine au couteau, tandis que Jake Evans va prendre un fusil. Ce qui veut dire que pour faire l'acte, il ne voulait pas avoir de corps à corps. Il ne voulait pas être près de ses victimes. Est-ce que c'était pour tenter de créer une distance? Est-ce que c'était parce qu'il avait peur d'échouer? Est-ce que c'était parce que c'était plus facile aussi avec une arme qu'avec un couteau? Bref, c'est quand même une grande différence là, entre Jake Evans, le tueur, et Michael Myers. Les policiers vont dire que ce qui les a vraiment marqués, c'est l'appel du 911. Si je peux la retrouver, je vais la mettre ici. Ponce County 911, where is your emergency? My house, What's the address? 152 River Creek Lane. Okay, what's the emergency? I just killed my mom and my sister. What? I just killed my mom and my sister. You just killed your mother and your sister? How did you do that? I shot him with a .22 revolver. And what is your name? Jake Evans. Jay Evans? Jake
Evans. Are you sure they're dead? Yes. Okay. I want you to stay on the phone with me, okay? Are you all right? Yeah, I'm fine. Okay. Hold on just a minute. Where is the gun? It's on the kitchen counter. Okay. It's a 22? Yes. Okay. Hold on. Jake, hold on. Stay on the line with me, okay? All right. Jake, Yes. are you on any kind of medication? No. Well, I've been going to the allergist a lot lately. Yeah. With my mom. But no, nothing other than that. Okay. How old are you? 17. Okay. Do you, is there any reason that you were so angry at your mother and your sister? I don't know. I wasn't. It's weird. I wasn't even really angry with them. It just kind of happened. I've been kind of planning on killing for a while now. The two of them, or just anybody? Pretty much anybody. Why? Mm, You don't want to hurt yourself. I don't know. I definitely, I assure you, I definitely don't like myself, But I'm just so freaked out by guns now, and just to let you know, like, I hate the feeling of killing someone. I'm gonna be messed up. There are people that will help you. Il va vraiment raconter tout ce qu'il a fait. Dans les premières secondes, il avoue que c'est lui qui a fait les meurtres et il va même attendre les policiers. Donc, il ne tentera pas de fuir ce qu'il a fait. C'est donc en 2015 qu'il va conclure une entente avec le procureur et plaide coupable à 2 chefs de meurtre. Il reçoit donc une peine de 45 ans d'emprisonnement. Les peines vont être purgées simultanément. On fait donc un petit voyage en Alberta, exactement à Edmonton, où Mark Twitchell est né en 1979. Il a toujours été passionné de cinéma et il rêvait même de devenir réalisateur. Un de ses films, ou plutôt une de ses séries préférées, est donc Dexter. Et donc, qui est Dexter? Dexter, c'est un analyste de sang qui travaille pour la police. Et en fait, lui, ce qu'il fait, c'est qu'avec les meurtres et les preuves, il va trouver les tueurs et il va les assassiner lui-même, donc pour venger les victimes des meurtres. Et ça va prendre plusieurs saisons là, avant que sa sœur se rende compte que c'est lui là, qui prenait l'avance sur la police. Et donc, on sait que lorsque la série va sortir, donc la série Dexter, Twitchell va vraiment admirer le personnage de Dexter Morgan, donc un tueur en série qui assassine d'autres tueurs par vengeance. Et c'est donc en 2008 qu'il va attirer Johnny Hollinger dans un garage loué à l'aide d'une fausse annonce de rencontre et une fois sur place, il va l'attaquer et va le tuer. Les policiers vont donc retrouver un document intitulé SK Confession, décrivant en détail les méthodes d'un meurtre ressemblant fortement à ce que Twitchell venait tout juste de faire. C'est donc en 2011 qu'il va être reconnu coupable de meurtre au premier degré et condamné à la prison à perpétuité. On a maintenant le cas de James Holmes. C'est une affaire que j'ai déjà parlé sur ma chaîne YouTube. Donc, vous pouvez aller regarder la vidéo si ça vous intéresse. Il a fait une série de meurtres dans un cinéma, donc un tueur de masse. Et vous pouvez également vous abonner au passage. Et après cette vidéo, vous pouvez aller regarder la vidéo sur James Holmes. C'est donc une fusillade qui a eu lieu à Aurora en 2012 dans une salle de cinéma où il y avait à l'affiche le nouveau film de Batman. La production donc jouait autour de minuit. Et on sait que James Holmes avait fait exprès de prendre cette représentation-là pour qu'il n'y ait pas d'enfants. En fait, lui, il s'attendait à ce qu'il n'y ait pas d'enfants. Et donc, il va entrer dans la salle de cinéma, il va faire comme s'il regardait le film, puis il va faire semblant de recevoir un appel, il va sortir par l'une des portes
pour faire semblant de parler au téléphone. Et il va aller dans sa voiture, il va prendre ses armes d'assaut, il va prendre toutes ses armes, il va rentrer dans le cinéma et c'est là qu'il va se mettre à tirer. Il va assassiner plusieurs personnes lors de cette soirée-là. Et après les meurtres, on sait que ça va devenir viral. Donc, il va passer à la télé. Cette affaire-là va vraiment être connue du grand public. Les médias vont s'attaquer à ça. On sait que James Holmes, quelques jours auparavant, avait fait teindre ses cheveux roux et il avait mis des lentilles noires dans ses yeux, donc on voyait pas la couleur. C'est comme si c'était une grande pupille. Là. En fait, il faisait vraiment peur et les gens ont commencé à croire qu'il s'était inspiré du Joker pour créer son personnage là, emblématique et ensuite rentrer dans la salle de cinéma. Aujourd'hui, on sait que c'est faux. Mais j'avais quand même envie de le mettre ici parce que on sait que cette rumeur-là a duré quand même très longtemps et ça permettait de faire la promotion d'une autre vidéo que j'ai faite. On a donc un autre cas, il s'appelle Matthew Tingling. Matthew Tingling était un Britannique de 25 ans qui vivait dans un logement supervisé pour des personnes qui avaient des problèmes de dépendance et de précarité, donc à Maida Valley dans l'ouest de Londres. On sait qu'il consommait régulièrement du crack et il côtoyait d'autres résidents qui avaient les mêmes problèmes similaires là, que lui, donc de dépendance et de précarité. La victime de Tingling va être Richard Hamilton, qui avait 45 ans au moment des faits, et c'était un ancien militaire. Il recevait donc des prestations d'invalidité, et donc c'est là qu'on pense que Tingling l'a peut-être assassiné pour pouvoir avoir peut-être 1 ou 2 chèques, ou peut-être faire comme si Hamilton était toujours en vie, et donc continuer de recevoir la pension et l'empocher. Bref, les autres résidents savaient qu'il avait généralement un peu plus d'argent que la plupart des occupants de ce foyer-là. Donc, c'était pas un secret, tout le monde le savait. Je pense que c'est vraiment comme une généralité, là. C'est un ancien militaire, donc il doit recevoir une belle rente. On sait que durant les semaines avant le meurtre, Tingling avait commencé à harceler beaucoup Hamilton et il avait réussi à obtenir son NIP de carte bancaire. Et donc, souvent, en cachette, il prenait la carte, il allait retirer de l'argent, puis ensuite, avec cet argent-là, il achetait de la drogue. Tout se passe donc dans la nuit du 27 au 28 mars 2012, alors que Tingling attaque Hamilton dans sa chambre. Il va l'agresser avec une extrême violence. Il va poignarder Hamilton à de nombreuses reprises et on sait que les blessures vont toucher la tête, le cou et les jambes du quarantenaire. Il va faire ça pendant longtemps, il va le poignarder souvent et donc on sait que Hamilton est décédé dans des souffrances inimaginables et les enquêteurs vont vraiment être traumatisés par la scène lorsqu'ils vont découvrir le corps. Ils vont même le qualifier de sauvage et de prolongé. Donc, ça veut dire que Hamilton n'est pas décédé en 15-20 minutes, il est décédé à plusieurs heures. On sait également que Tingling avait sectionné la moelle épinière de sa victime afin de provoquer une paralysie et la mort, reproduisant un acte qu'il avait vu dans un des films de la série Saw. Donc, Décadence en français ici au Québec. Là. Je sais pas, en Europe, est-ce que ça s'appelle Décadence? Bref, je vais vous mettre une photo et vous allez pouvoir me le dire dans les commentaires. Et donc, pourquoi je vous parle du film Ça? C'est tout simplement, bon, si vous avez vu la franchise, vous savez, donc c'est un tueur qui se cache. Il va donc endormir ses victimes et ses victimes vont se réveiller dans des pièces et il va avoir une série de casse-têtes, donc d'énigmes, de défis à relever pour pouvoir apprécier la vie. La plupart vont décéder, évidemment. Et donc, lorsque les policiers vont faire la perquisition de l'appartement de Tingling, ils vont remarquer qu'il y a plusieurs DVD du film Décadence et il y en a même un dans la machine, dans le DVD. Et donc, on sait qu'il avait regardé ça dernièrement. Et donc, le dernier film qu'il a regardé, c'est Saw 6, donc Décadence 6. Et les enquêteurs vont penser immédiatement que Tingling a voulu faire comme le tueur et donc sectionner la moelle épinière pour rendre sa victime paralysée, tout simplement. C'est spécial, là. Bref. On sait qu'il adorait beaucoup, beaucoup cette franchise-là. C'est une franchise que j'adore également, entre parenthèses. Bref, dans cette affaire-là, dans l'affaire Tingling, on pense vraiment qu'il a été
obsédé par cette franchise-là qui a germé dans son esprit et il a peut-être voulu faire pareil. Il y a plusieurs scènes là, dans ces films-là qu'on peut supposer qu'il aurait tenté de reproduire avec la moelle épinière. Bref, je pense que ceux qui ont vu la saga, vous comprenez un peu ce que je veux dire. On se transporte donc en Pennsylvanie le 28 août 2003, alors que Brian Wells, qui est un livreur de pizza, se rend dans une banque avec un collier explosif verrouillé autour du cou. Lorsque les policiers vont être avisés qu'il y a une alerte à la bombe dans la banque, les policiers vont se rendre sur les lieux et on sait que Brian va supplier les policiers de le laisser continuer sa quête. Donc, il y a plusieurs défis à relever avant que le compte à rebours de la bombe se termine. Et les policiers ne voudront pas, évidemment, ils pensent que c'est une farce, que c'est une blague, mais Brian Wells va vraiment les supplier. Il va dire que s'il ne réussit pas à faire tous les défis, la bombe va exploser. Et effectivement, c'est ce qui arrive, la bombe explose, ce qui fait exploser Brian Wells en même temps. Lorsque les policiers vont perquisitionner la voiture de Brian Wells, ils vont remarquer qu'il y a plusieurs pages d'instructions de choses à faire avant que la bombe explose. Et dans chacune des choses à faire, donc dans chacun des défis, il y a un nombre de temps limité pour que Brian puisse passer à un autre défi, à une autre instruction. Et donc, les policiers vont vraiment examiner ce dossier-là et ils vont se rendre compte que même si Brian Wells avait fait exactement ce qui était inscrit sur les feuilles d'instruction, il n'aurait jamais réussi à toutes les faire avant que la bombe explose. Donc, d'une façon ou d'une autre, la bombe aurait explosé et la bombe aurait encore été autour de son cou. Donc, dans les livres d'instruction, Brian devait récupérer des indices cachés, se rendre à plusieurs endroits différents, trouver des clés, obtenir des combinaisons et accomplir justement une série d'étapes qui étaient chronométrées. Et donc, c'est ce qui nous ramène au film Ça, encore une fois, où ça ressemble vraiment à un jeu mortel conçu par Jigsaw. Donc, plusieurs défis à relever dans un temps, mais finalement, d'une façon ou d'une autre, dans cette affaire-là, contrairement au film, on a toujours la possibilité de survivre, tandis que dans cette affaire-là, selon le FBI, c'était impossible que Brian Wells puisse réussir dans ce temps chronométré-là. Parce qu'en fait, pour ceux qui n'ont pas vu la saga, donc la franchise Décadence, Jigsaw offre toujours une chance de survie, tandis que cette affaire-là, pas du tout. Évidemment, c'est pas sans conséquences. Lorsque les personnes se réveillent et qu'elles sont attachées et que le jeu de Jigsaw commence, c'est parce qu'elles ont fait quelque chose. Elles ont peut-être tué quelqu'un, elles ont peut-être toute leur vie pris leur vie comme si c'était banal, elles n'en ont pas pris soin. Et donc, selon Jigsaw, c'est important qu'on soit reconnaissant de notre vie, qu'on fasse attention à notre santé. Et donc, il offre toujours la possibilité aux gens de survivre. Par contre, les défis, c'est vraiment des défis mortels. Et il faut faire des choix très rapidement. Et parfois, tu peux en perdre un bras, tu peux en perdre une jambe, un pied. Bref, c'est mortel, c'est mortel. Et donc, pour en revenir à ces films-là, tous les films qui ont inspiré des vraies affaires criminelles, je dirais en fait que dans la première vidéo, j'avais dit que mon personnage préféré, entre parenthèses, hein, vous comprenez, c'est Michael Myers à cause de sa psychologie. Et aujourd'hui, je vais parler également de Décadence, donc de Jigsaw. Jigsaw, c'est pas mon personnage préféré. Par contre, j'aime bien le contenu des films, entre parenthèses, encore une fois, comprenez-moi bien, hein? Parce que c'est quelqu'un qui va mettre à défi les gens. Évidemment, c'est des défis très mortels. Là. Mais tout au long de la saga, on comprend pas pourquoi ce personnage-là fait ça. Et c'est vraiment à la fin qu'on va le comprendre. Si vous n'avez pas vu cette saga-là, vous pouvez aller la voir. Par contre, il y a du sang. Là. Oui, il y a beaucoup de détails. Là. Les gens se retrouvent avec des masques autour de la tête, des forceps. Bref,
c'est vraiment glauque, là, pour ceux qui n'ont pas vu ça. Il y en a qui ont des bras arrachés, des pieds arrachés, des tendons. Bref, c'est vraiment, là... Il y en a qui sont coincés dans du feu, ils vont mourir brûlés vifs. Vraiment, là, c'est horrible. Puis, dans chacun des films, la plupart des personnages, si je me souviens bien, là, ils se connaissent tous. Ils ont tous fait quelque chose ou ils se sont tous déjà rencontrés un jour ou l'autre dans leur vie. Ou ils ont connu, par exemple, la même victime d'une affaire. Puis, en fait, ensemble, ils doivent découvrir pourquoi ils sont là. Et, en fait, ils doivent confronter la mort, tout simplement, un peu comme les victimes que Jigsaw tente de venger finalement. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé son contenu. Si vous voulez que je parle en profondeur de certaines affaires que j'ai parlé en résumé, le très gros résumé, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire, ça va me faire plaisir. Je vous laisse dans votre journée, votre soirée, votre week-end et on se retrouve pour un prochain sujet. D'ici là, prenez grand soin de vous et de ceux qui vous entourent. Ciao, ciao! Oh.